française condamnait ce qui se passait au Congo. C'est pour ça qu'il y a de fortes interrogations là-dessus. C'est pour ça que j'ai adressé une lettre ouverte où j'ai demandé est-ce que la France se trouve toujours dans le pays des droits de l'homme, puisque c'est en France où il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Donc nous sommes en droit lorsque des personnalités politiques françaises se rendent dans un pays où se commettent à ciel ouvert, au-dessus de tout le monde, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont inondé l'étoile de ces crimes. Et Et d'ailleurs, on voit comment est-ce qu'on est en train de torturer même les jeunes, hein, les motards, c'est-à-dire ceux qui font moto-taxi ou taxi-moto qu'on appelle ça, comment on les torture en public, en train d'être frappés, mais comme des esclaves. Et tout cela ne semble pas interpeller la communauté internationale. Mais Monsieur Boukadia, lorsqu'on est dans un tel contexte, vous l'avez bien décrit, c'est des crimes contre l'humanité, et ça se poursuit jusqu'à maintenant, puisque l'opération continue. Ils ont même déclaré que ça va s'intensifier, et nous sommes en train de le voir. Alors, dans un contexte comme celui-là, au début de cette émission, je décrivais ce que c'était le PCT. C'est des crimes financiers, le vol, les détournements, la corruption généralisée, bien entendu, et les éléments existants, on peut le démontrer. On a vu Denis Sassou Nguesso à côté des voleurs, ça ne l'a pas gêné. On a vu le procureur de la République à côté d'un voleur recherché par la justice, qui est visé d'ailleurs par un mandat international, un mandat d'arrêt international. On sait bien qu'il y a un autre qui était aussi en prison qui, semble-t-il, a été évacué sanitairement en Turquie, qui est revenu tranquillement en train de battre campagne pour Sassou Nguesso. Bref, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Le vol des 14 000 milliards, ça on le sait, FIGA, on peut citer des exemples comme ça. Voilà ce qu'est le PCT. Nous avons ce contexte et ajouter à cela désormais la terreur, des crimes contre l'humanité, à ciel ouvert comme vous l'avez dit tout à l'heure. Que doivent faire désormais les Congolais? Attendre 2031 pour agir? non, je ne pense pas. Vous savez, aujourd'hui, on n'est plus là pour faire le bilan, le constat. Le constat est connu, ce qu'il faut, et après tout ça. Dites-moi, maintenant que nous sommes à ce niveau-là, imaginons que Denis Sassou Nguesso vous propose le poste de Premier ministre. Quelle sera votre réponse? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs. Merci de suivre Droit de Savoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur R7. Il faut boire le vin jusqu'à la lie, dit-on chez nous, bien sûr, pour en découvrir la véritable saveur. Les Congolais ont-ils autre chose à découvrir sur le Parti congolais du travail, le PCT? Crimes, pillage économique, vol, détournement de fonds publics, fraude, corruption, assassinat, voilà ce qui semble caractériser le Parti congolais du travail dans les faits. Je dis bien dans les faits, et cela peut être prouvé. Pourtant, il persiste à se présenter comme un parti politique. Une fois de plus, le Parti congolais du travail vient d'organiser une mise en scène électorale, pour ne pas dire un coup d'État électoral, pour s'accrocher définitivement au pouvoir. Les Congolais doivent-ils encore attendre la prochaine échéance de 2031? On en parle aujourd'hui avec Modeste Boukadia, président du CDRC. Bonjour, monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est une joie d'être de nouveau devant le peuple congolais après une période d'absence, le fait que j'étais en deuil, que j'ai perdu mon père, pour qui je n'ai pas pu rendre hommage, et pour cause, comme cela avait été pour ma mère. Le pouvoir avait tout fait pour que je ne puisse pas rendre hommage.
pour la dernière fois à celle qui m'avait donné la vie comme à celui qui m'a donné la vie. Et cependant, comme à son accoutumée, lorsque j'étais arrêté et transféré à Pointe-Noire, il y avait le patron de la direction générale des renseignements de la DST qui m'avait accusé de vouloir tuer le PCT. Je lui avais répondu que le PCT est mort par lui-même, puisqu'au moment de la chute du mur de Berlin, le parti référence, c'est-à-dire le Parti communiste de l'Union soviétique, avait changé de nom. Et à ce moment-là, le PCT aurait dû saisir cette opportunité pour se muer, pour se changer de vision. Or, il avait préféré garder la matrice d'un parti stalinien qui broie la jeunesse, qui broie la population et qui est contre toute approche politique pour bien gérer un pays. Et aujourd'hui, donc, le PCT nous a montré ce qu'il est capable de pire dans la vie politique congolaise. Malheureusement, et pour votre père, évidemment, veuillez donc accepter nos condoléances les plus sincères, Monsieur Bougadia. Mais dites-moi, Monsieur Modeste Bougadia, les Congolais devraient-ils continuer à vous appeler par Monsieur Modeste Bougadia? Vous Et voyez de pour quoi quelle je parle? raison? Oui, C'est sur ce plateau oui. que vous disiez, ah bah, si jamais il y a élection et que Monsieur Trichankorou est élu, entre guillemets, on ne vous appellera plus Modeste Bougadia. Non, je n'avais pas dit s'il y avait élection. J'avais dit si M. Sassou reste toujours à la tête du pays, on m'appellera plus comme ça. Et vous savez, je ne raconte pas les choses pour le plaisir. Vous avez vu ce qui est arrivé, la violence avec laquelle ce régime a broyé les Congolais, jusqu'à donner mission à un organe de l'État chargé de la présidence du pays, procéder à des exécutions sommaires sur les jeunes, jusqu'à provoquer de nouveau la destruction d'une bonne partie du pays, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Dolisie, en présence de l'ambassadeur de France, ou que ce soit dans le pôle. Vous avez assisté les séances de terreur, parce qu'effectivement, Denis Sassou Nguesso savait que la population était mûre pour pouvoir l'enlever. Il a utilisé, comme je venais de le dire, ce qu'un parti stalinien sait faire, c'est marcher sur la jeunesse. Et c'est ça ce qui est regrettable. Mais par contre, je félicite le peuple congolais d'avoir été à la hauteur, d'avoir été au rendez-vous. Mais ce n'est pas parce que cette fois-ci, ça n'a pas marché, que la prochaine fois, ça ne marchera pas. Mais Monsieur Boukadia, puisque vous rappelez ici, il y a les actes de terreur qui continuent d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous suivent et ceux qui peut-être ne savent pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville, il s'agit d'une campagne d'assassinat des jeunes, présumés bandits sans procès, sans état d'âme, comme ils le disent eux-mêmes. C'est des crimes contre l'humanité, des jeunes qui sont en train d'être abattus froidement en public, les corps profanés parfois qui disparaissent. Et il y a beaucoup déportés disparus, ça aussi, il faut le signaler. Un rapport d'ailleurs de l'OCDH ressort que plus de 400 jeunes Congolais civils ont été déjà exécuté froidement son procès. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, je disais tout à l'heure, cette campagne continue, puisque maintenant, ils sont en train de briser même les motos, donc du matériel économique. Mais est-ce que
pour autant, les Congolais vont devoir s'y habituer, c'est-à-dire vivre dans cette terreur jusqu'à 2031. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas aucun peuple du monde ne peut vivre éternellement sous la pression d'une terreur. Et Denis Sassou est le premier à le savoir, puisque avant la mise en place de son opération que j'ai appelée son opération de maintien au pouvoir, soutenue par la France, il a procédé à des exécutions sommaires à l'issue de son opération, qu'il pensait que cette opération pouvait passer comme une lettre à la poste. Il s'est trouvé en face d'un non catégorique du peuple congolais, qu'il croyait avoir maîtrisé, puisque du nord au sud, du sud au nord, la population s'est abstenue massivement en réaction de cet échec. Il a de nouveau donné mention à la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, non seulement de veiller à la surveillance des examens d'État, comme si ce corps-là est en mesure même d'encadrer des jeunes enfants. Et comment donc des jeunes enfants qui font des examens, et ils ont à côté d'eux des hommes en armes? Pensez-vous que ces enfants peuvent normalement euh, être dans des conditions optimales pour des examens? Je sais qu'au Congo, l'éducation nationale compte pour du beurre, puisque l'éducation n'est pas la priorité de ce pouvoir. Ce pouvoir a pour ambition de rendre analphabète la population du Congo pour pouvoir la voir à sa merci. Et donc, à l'issue de cet échec que fait Denis Sassou Nguesso, il ordonne de nouveau à la DGSP de continuer la campagne de terreur. C'est pour montrer que là, de nouveau, il met les conditions optimales. Si tant est que les responsables des organisations syndicales, politiques, peuvent s'entendre pour pouvoir l'éjecter. C'est aujourd'hui, toutes les conditions sont là. Alors aujourd'hui, vous dites, Monsieur Modeste Boukadia, toutes les conditions sont réunies pour une résistance du peuple congolais. Vous rappeliez tout à l'heure, vous disiez, c'est ce que j'ai cru entendre, que cette opération, qui en réalité sont des crimes contre l'humanité, est une opération soutenue par la France. C'est ce que vous avez dit. Alors je veux comprendre avec vous pour quel intérêt. Pourquoi est-ce que la France soutiendrait-elle de tels crimes? Écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique que l'opération de maintien de pouvoir de Denis Sassou Nguesso que tout le monde veut nous présenter comme étant une élection, sauf si je ne comprends plus la langue française. Parce que la langue française définit bien ce que c'est qu'une élection. Hein? Et à commencer par, on va aux élections lorsqu'il y a des actes de candidature sont posés. À ma connaissance, Denis Sassou Nguesso n'a jamais fait acte de candidature. Il avait fait acte, il n'avait pas posé la candidature. Il avait Oui, fait mention. il avait annoncé vouloir faire acte de candidature. Bon, après, la Non, machine s'est emballée. quand on fait acte de candidature, on n'est pas candidat. Ouais. C'est ça la langue française. Alors la question est de savoir, puisque même la France
ces élections, vous devez le savoir, M. Perrin, devaient se dérouler le 29 mars. Elle avait été ramenée au 15 mars pour les faire coïncider avec les élections municipales françaises. Et Oui, mais aussi c'est quoi curieux, le lien euh, sur les dates que vous êtes en train de citer? C'est-à-dire, en France, c'est ce que vous s'il voulez n'y dire, en avait France pas, s'il n'y organisée, avait pas pardon? un lien, s'il n'y avait pas un lien direct d'une mainmise de la France sur les élections au Congo, ces dates n'auraient pas coïncidé. Et pour la seule raison, c'est qu'il y a des personnalités politiques de premier choix qui, au lieu de rester en France pour élire leur maire, ont préféré se déplacer sur 6000 kilomètres pour assister à, à cette opération cette opération de maintien de quelqu'un qui, les jours précédents, a fait procéder à des exécutions sommaires des jeunes gens. Quel responsable politique sérieux peut se rendre dans un pays où on sait qu'on est en train d'exécuter des jeunes sans motif, En sorte, monsieur uniquement. Modeste Boukadia, pardon, excusez-moi de vous couper comme ça, vous êtes en train de nous dire que rien ne peut expliquer que des personnalités de premier choix, comme vous l'avez dit, des personnalités françaises, bien entendu, parmi elles, des politiques, des économistes, des experts. Une délégation comme ça s'est rendue au Congo-Brazzaville alors que s'organisait dans le même temps, je ne sais pas si c'est des campagnes qu'il faut appeler ça comme ça, pour les mairies, c'est ça, en France. Et ils sont, malgré tout cela, ils se sont rendus au Congo-Brazzaville dans une période que vous décriviez tout à l'heure où est en train de se dérouler depuis là jusqu'à maintenant des crimes contre l'humanité, des assassinats en plein jour, des jeunes qui sont abattus, qui sont tués sans procès au préalable. Mais moi, je vous posais donc la question de savoir pour quel intérêt la France soutiendrait-elle de tels crimes? Je ne Pourquoi? sais pas Derrière, c'est si, quoi? Même si je ne sais pas si la France soutient ces crimes. Ce que je suis en train de dire, c'est que des personnalités françaises se sont permises, le jour où l'on vote chez eux, abandonnent le vote, qui est un devoir d'un citoyen, de préférer donner des procurations pour se rendre dans un pays où on est en train de fouler aux pieds les droits de l'homme. C'est ça ce que je dis. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre ouverte à ces personnalités politiques. Lettre ouverte que j'ai envoyée au président français, que j'ai envoyée à l'Assemblée nationale française, que j'ai envoyée au Sénat français, et à des députés et à des sénateurs, pour me poser la question de savoir si la France était toujours dans, comme ici on dit, quand vous n'êtes plus dans, dans la République, on dit que vous n'êtes plus dans l'axe républicain. Donc, j'ai écrit une lettre dans laquelle j'ai demandé si la France était toujours dans l'axe des droits de l'homme. C'est la question qui se pose. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays comme la France puisse se rendre pendant qu'il y a des élections municipales où on élit les premiers magistrats des villes françaises, se déplacer dans un pays qui pratique la terreur de la population. Ça veut dire que cette situation nous met en difficulté de comprendre de quel droit de l'homme on parle. Est-ce que les droits de l'homme dont il est question intéressent aussi les Congolais?
où les Congolais ne font pas partie de ces humains dont les droits de l'homme comptent? C'est la Merci. question. Oui, évidemment, Monsieur Bougadia, vous faites bien de poser cette question parce que nous savons, lorsque ces mêmes actes sont posés ailleurs, généralement, la presse française, hein, particulièrement la presse française ou les médias français, montent au créneau et en font leur affaire en boucle. Et c'est bien curieux qu'au Congo, on tue, on exécute par balle, en public, on profane les corps, on tue sans procès. Et là, ça passe, ben voilà, comme si il y avait rien du tout, passé comme qui dirait, passé à rien à voir. Mais quelque chose de très curieux d'ailleurs, qu'il faut souligner, puisque vous parlez de ces personnalités de premier plan qui sont arrivées au Congo-Brazzaville dans cette période même où se déroulent encore les crimes jusqu'aujourd'hui. Et quand ils sont rentrés, apparemment, ils n'ont pas fait un rapport là-dessus, et puisqu'on n'a pas entendu ni l'Élysée, ni les affaires étrangères, ni une seule institution française condamner ce qui se passait au Congo. C'est pour ça qu'il y a de fortes interrogations là-dessus. C'est pour ça que j'ai adressé une lettre ouverte où j'ai demandé à ce que la France se trouve toujours dans le pays des droits de l'homme, puisque c'est en France où il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Donc nous sommes en droit lorsque des personnalités politiques françaises se rendent dans un pays où se commettent à ciel ouvert, au-dessus de tout le monde, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont inondé les toiles de ces crimes. Et Et d'ailleurs, on voit comment est-ce qu'on est en train de torturer même les jeunes, hein, les motards, c'est-à-dire ceux qui font mototaxi ou taxi-moto qu'on appelle ça, comment on les torture en public, en train d'être frappés, mais comme des esclaves. Et tout cela ne semble pas interpeller la communauté internationale. Mais Monsieur Boukadia, lorsqu'on est dans un tel contexte, vous l'avez bien décrit, c'est des crimes contre l'humanité, et ça se poursuit jusqu'à maintenant, puisque l'opération continue. Ils ont même déclaré que ça va s'intensifier, et nous sommes en train de le voir. Alors, dans un contexte comme celui-là, au début de cette émission, je décrivais ce que c'était le PCT. C'est des crimes financiers, le vol, les détournements, la corruption généralisée, bien entendu, et les éléments existants peuvent le démontrer. On a vu Denis Sassou Nguesso à côté des voleurs, ça ne l'a pas gêné. On a vu le procureur de la République à côté d'un voleur recherché par la justice, qui est visé d'ailleurs par un mandat d'arrêt international. On sait bien qu'il y a un autre qui était aussi en prison qui, semble-t-il, était a été évacué sanitairement en Turquie, qui est revenu tranquillement en train de battre campagne pour Sassou Nguesso. Bref, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Le vol des 14 000 milliards, ça on le sait. FIGA, on peut citer des exemples comme ça. Voilà ce qu'est le PCT. Nous avons ce contexte et ajouter à cela désormais la terreur, des crimes contre l'humanité, à ciel ouvert comme vous l'avez dit tout à l'heure. Que doivent faire désormais les Congolais? Attendre 2031 pour agir? non, je ne pense pas. Vous savez, aujourd'hui, on n'est plus là pour faire le bilan, le constat. Le constat est connu, ce qu'il faut, et après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'intention d'avoir de très bonnes relations avec la France. Mais pour cela, il faut apurer toute ces amalgames. Oui, Il mais faut Monsieur apurer tout ça. Bougadia, vous dites que vous avez des bonnes relations avec la France. Dans le même temps, Sassou Nguesso aussi a des bonnes relations. La preuve, vous l'avez Je démontré dis tout à l'heure, ceci, qu'elle ferme même les yeux je, face à tous je, ces crimes. je dis ceci, je veux avoir de très bonnes relations avec la France. Ça veut dire qu'il faut tourner cette page sombre de la France en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des, des maires français qui vont au Congo, où l'on tue, et que des journaux en ligne
pour ne pas le citer Mediapart, montre que des maires ont reçu 100 000 euros pour avoir soutenu Denis Sassou Nguesso sur, ou que l'on peut appeler sur les exécutions sommaires. Quel regard les concitoyens français ont sur cet officier judiciaire de premier plan d'une mairie? Parmi ces personnalités défilent souvent à Oyo, comment on l'appelle, celle qui fut maire de Paris, hein, Dati, Rachida Dati, ça tout le monde le sait. Vous avez aussi voilà, les Pigas qui défilent tout le temps. Bon, après, d'autres personnalités qu'on peut continuer à citer, la liste elle est très longue. Et donc, vous estimez que ces personnes foulent aux pieds les droits de l'homme? Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ces personnalités, en allant dans un pays où tout le monde dénonce, où l'on voit sur les réseaux sociaux des exécutions sommaires d'une jeunesse qui n'a jamais rien reçu de ce pouvoir, puisque cette jeunesse est laissée à l'abandon. Cette jeunesse n'a aucune formation professionnelle, n'a aucune perspective. Et pour éviter qu'elle se révolte, on l'exécute sommairement. Oui, mais après, il peut y Un avoir une petite pays, confusion, monsieur Modeste Moukadia. On dira de vous, vous êtes en train, comme d'habitude, j'aime bien à rappeler cette question, que vous êtes en train de défendre des Koulouna. Bon, là encore, il n'y a pas un statut juridique sur les Koulouna. Désormais, on a compris que finalement, la DGSP qui avait mandat de soi-disant remettre de l'ordre au Congo, est en train finalement de tuer, de casser, de brûler les maisons. Voilà, désormais, ce sont les non, non, mototaxis. non, Et monsieur donc, ils Perrin, vont dire que vous êtes en train de les soutenir. non. Moi, je défends la vie humaine, quelle qu'elle soit. Moi, je défends la vie humaine, quelle qu'elle soit. Comme je ne souhaiterais pas que, quand Denis Sassou Nguesso va mourir, que ses enfants n'aillent pas l'enterrer. Vous comprenez ça? Si Denis Sassou Nguesso meurt, je souhaite que ses enfants lui rendent les hommages. Ce qu'il a refusé à moi. Moi, j'aimerais que, lorsque Isidore Mvouba meurt, que ses enfants aillent lui rendre les derniers hommages. Ce qu'ils ont refusé pour moi. Que ce soit pour ma mère, que ce soit pour mon père. Et rendre les derniers hommages à ses parents font partie des droits de l'homme. C'est pour ça que je dis, la France, qui est un grand pays, respectable. Quand je parle de la France, je ne mets pas en cause le peuple français. Je ne mets pas en cause la population française. Oui, c'est une nuance importante, oui. Vous comprenez? Donc, quand un pays s'estime, s'arroge qu'ils sont ceux qui ont donné au monde la déclaration des droits de l'homme, il y a des pas qu'on ne franchit pas. Voilà ce que je dis. Je ne défends ni les uns ni les autres. Je défends la vie. Comme je dis, lorsque je propose Topessa, ce n'est pas pour avoir une place. Je veux que le Congo soit un État où tous les Congolais et toutes les Congolaises ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit la place où ils se trouvent. Contrairement à beaucoup qui font de la politique pour avoir un poste. Moi, je souhaite, en faisant de la politique, que j'établisse de très bonnes relations avec les partenaires. Pas des relations où on est obligé finalement de dire honte aux voleurs, honte aux corrompus, honte aux corrupteurs. Hein? Et ce faisant, le premier de ces voleurs, de ces corrompus, de ces corrupteurs, va prêter, semble-t-il, serment.
Vous savez, ça me rappelle le maréchal Mobutu, à qui d'ailleurs un journaliste lui avait posé la question, mais vous êtes corrompu, monsieur le président. Vous connaissez la réponse du maréchal Mobutu. C'est qui sont les corrupteurs? Alors, je pose la question à Denis Sassou Nguesso. Quand il dit honte aux voleurs, honte aux corrompus, honte aux corrupteurs, à qui il fait allusion? Il faut qu'il nous dise qui est le voleur, qui est le corrompu et qui est le corrupteur. Est-ce que le voleur, le corrompu, le corrupteur, ce sont les Français qui sont partis là-bas ou ceux qui sont autour de lui dans sa famille? Il faut qu'ils nous disent quand même. Parce que vouloir maintenir les gens dans la confusion, c'est salir un État comme la France. C'est pour ça que, vous savez, la langue française, celle qu'on nous a enseignée à coup de symboles, vous savez ce que c'est que les symboles? Quand nous on a appris la langue française, il fallait qu'on la parle bien. Chaque Mais, mot a une valeur. Chaque mot a une définition. Chaque mot a une signification claire. Et donc, quand on dit que je fais acte de candidature, on n'a pas le droit de se dire que je serai élu parce qu'il n'a jamais été candidat. Alors, des pays qui nous ont inventé la démocratie n'ont pas le droit de dire oui, de féliciter quelqu'un qui n'a jamais été candidat. Ça veut dire, si ces choses-là arrivent, il nous faut poser la question de savoir s'il nous faut continuer de parler la langue française, parce qu'elle ne veut plus rien dire. évidemment, Monsieur Modeste Boukadia, vous avez bien fait de rappeler que les mots ont leur sens et leur signification. Ça, c'est une chose. Mais c'est comme la politique, évidemment. Une politique sans action sur le terrain, ben, se résumerait à une, j'allais dire, aux commentaires de l'actualité. Monsieur Modeste Boukadia, je vous posais la question de savoir si on devait continuer à vous appeler par Monsieur Boukadia, et vous avez donné une réponse. Vous avez expliqué que finalement, l'approche que vous aviez a été en sorte étouffée par les crimes contre l'humanité. Voilà le plan, j'allais dire. En fait, c'est une campagne de terreur qui est en train d'être menée au Congo-Brazzaville par la DGSP, sous les ordres, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso. Mais maintenant que nous sommes arrivés à ce niveau-là, Monsieur Modeste Boukadia, de manière franche, honnête, claire, que faut-il faire concrètement? Écoutez, c'est la question de l'après. C'est la question de l'après. Il y a l'histoire du monde nous montre des réalités qu'on ne pensait pas. Qui aurait pu penser que l'Iran pouvait être terrassé? Qui aurait pu penser ça? Qui aurait pu penser que un jour, le peuple congolais dirait non massivement à un maintien au pouvoir? Jamais. Et donc la question d'après se pose. Oui, Monsieur Modeste C'est Boukadia, comme, pardon, vous citez tout à l'heure l'abstention massive des Congolais, et ça c'est un fait, ça a été réalisé, tout le monde le sait, voilà, au-delà de la tricherie qu'a organisé le Parti congolais du travail, mais vous avez aussi rappelé la situation de l'Iran. Est-ce que vous êtes en train de vouloir nous dire qu'il faut attendre qu'une certaine puissance étrangère vienne régler les comptes à Denis Sassou Nguesso, au Parti congolais du non, travail, non, c'est non, ça? non, non, monsieur, non, monsieur Perra, je ne dis pas ça. Je dis ceci. Personne n'aurait pu croire qu'un peuple congolais, que le peuple congolais pouvait dire non massivement comme ça. Puisque Denis Sassou Nguesso lui-même l'a reconnu. Il a dit, je cite Denis Sassou Nguesso, c'est la pire des élections que j'ai connues depuis 42 ans. Ils ne m'ont pas, je cite Denis Sassou Nguesso, auprès des siens, ils ne m'ont pas voté. Pourquoi je n'ai pas été élu? Ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui l'a dit lui-même.
Et enfin, ce qui est pire encore, ce qui est pire, c'est que lui-même, il dit, je veux organiser ma prestation de serment au stade de Kintélé, qui est le stade de l'Union du Nord. Ça veut dire que, parce que, je cite Denis Sassou Nguesso, parce que le stade Massamba Deba, c'est Oba Congo. Ben, ce ne sont pas les Attendez, Bakongo qui ont... vous êtes Non, en non, train mais de nous rapporter quoi concrètement, monsieur Modeste Moukadia? Parce que, bon, ça n'a pas été dit en public et c'est difficile à vérifier, c'est ça le problème. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de nous rapporter. Ça a été je dit suis en où, train dans de quel vous rapporter, milieu, comment, à qui concrètement? je suis en train de vous rapporter que Oui. il est conscient que le peuple congolais lui a donné un ticket de sortie. C'est ça ce que je suis en train de vous raconter, qu'il est conscient que le peuple congolais lui a donné un ticket de sortie. C'est comme les matchs de rugby, vous connaissez le rugby, je crois. C'est Tout à fait. Le sport, ballon à le la main, sport où on prend les ballons à un la main, ballon puisque les Congolais ne ovale, peuvent bien pas. entendu. Bon, voilà. Le peuple congolais a marqué l'essai. Il faut maintenant le transformer, cet essai-là. Et Denis Sassou Nguesso a peur de cette transformation de l'essai. C'est pour cela qu'il a commencé de nouveau les exécutions sommaires, pour que le peuple ne descende pas dans la rue. En fait, vous êtes en train de dire que cette opération continue pour continuer évidemment à maintenir les Congolais dans la peur, c'est-à-dire voilà, cette campagne de terreur continue. Mais ça va continuer jusqu'à quand concrètement, selon vous? Oh, écoutez, moi je pense que, vous savez, il faut toujours suivre l'histoire. Il faut toujours suivre l'histoire. Si on connaît les coulisses, si lui-même il dit, ils ne m'ont pas voté, ils se sont comportés comme les Bakongo. Mais il ne parle pas du peuple congolais. Hein. Il parle de lui-même, des souris qui sont dans sa maison. Hein. Ça veut dire que il est conscient que ça ne va plus. Non, mais si j'ai bien compris, c'est parce que vous parlez français. Ils se sont comportés comme les... Voilà, vous avez dit ça tout à l'heure. Ça Comme veut les dire que là, ils Bakongo. s'adressent... Comme... Non, non, évidemment, moi je vous ai entendu. Hein, et voilà. Voilà pourquoi je reprends. Ils se sont comportés comme les... Voilà, ils m'ont pas voté. Ils se sont comportés comme les... Je mets 3 points de suspension. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'adressent là à son monde, c'est-à-dire à ceux qui lui sont acquis, c'est-à-dire son fief, c'est ça? C'est pour ça que À je son dis, électorat? c'est pour ça que je dis, pour une fois, le peuple congolais en entier a dit non. Il croyait que c'était acquis, mais il y a une limite qu'on ne dépasse plus. Et alors, pour montrer que celui le meilleur producteur de café au nord, il utilise la DGSP pour dire, vous ne m'avez pas élu, eh ben je vais vous montrer ce dont je suis capable de faire. Oui, mais après, on fait quoi concrètement, Monsieur Bougadia? C'est pour Qu'est-ce qu'on ça fait? que c'est pour ça que je vous dis, le peuple a marqué l'essai, il faut transformer cet essai. Aujourd'hui, la peur n'existe plus. Malgré ce qu'il a fait, vous vous souvenez, euh, avant son opération, il a distribué beaucoup d'argent. Même après aussi, hein, pendant les campagnes, il a distribué Pourtant, beaucoup, beaucoup d'argent pourtant, aussi. les gens ne sont pas partis. Ouais. Rien ne nous dit que quand il veut se faire oindre au roi, qu'il y aurait des gens. Rien ne nous dit de tout ça. Mais aujourd'hui, la vraie question qui se pose, mais, Monsieur Perrin, la vraie question, moi j'ai accepté.
Moi, j'ai accepté que les Congo, Babomi, Marien. J'ai accepté. Même si tout le monde sait que c'est faux. Mais Sikoyo, Nani a bomi le Congo? C'est la vraie question. Et comme le Congo a été assassiné, Oui. a été démembré, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je dis, c'est après là, c'est la transformation de l'essai. Oui, je sais qu'on ne met pas ces stratégies en public, ça je comprends très bien. Et j'insistais sur ce qu'il faut désormais faire. D'aucuns parlent déjà de la résistance parce que finalement, plus personne ne croit à ce parti, hein, voilà, que j'aime bien appeler une association des malfaiteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ça a déjà été désigné comme ça, je crois, au cours d'un, voilà, une décision de la justice, je crois, canadienne, hein, où on parlait d'une organisation criminelle à laquelle appartenait d'ailleurs un de ses, je ne sais pas si c'était un cousin ou un neveu, Wilfried Guesso. Je ne fais que rapporter. Alors donc, Monsieur Modeste Moukadia, sur la question de ce qu'il faut faire, est-ce c'est ce qui vous a conduit à écrire ce livre que je mentionnais d'entrée de jeu, Conversation avec Modeste Moukadia? Parlons-en. C'est quoi l'idée centrale dans ce livre? Qu'est-ce que les Congolais pourront découvrir dans ce livre? En quelques mots, bien entendu. Écoutez, conversation avec Modeste Boukadia, ce sont des échanges, des entretiens en profondeur que j'ai eu avec un journaliste, M. Christian Lagauche, qui m'a interrogé sur la vision que j'ai pour le Congo après la désillusion que venait de subir Denis Sassou Nguesso, la place de la jeunesse dans la reconstruction de Congo-Brazzaville, le rôle de la désimmigration euh, des jeunes qui sont, ou les Congolaises et les Congolais qui sont à l'étranger, qui ont eu une expertise, quel est leur rapport dans la reconstruction du pays et la place du Congo au sein de la communauté internationale, dans le concert des nations, au vu de la géopolitique actuelle, qui est dictée par le président Trump, quelle relation vais-je avoir dans le cadre de TOPESA, et enfin, quel impact de la politique américaine au niveau de l'Afrique et la politique américaine sur le Congo-Brazzaville. Voilà des questions qui ont été abordées, toutes ces questions ont été abordées sans, sans restriction, euh, sans langue de bois, et donc j'ai apporté les réponses, et notamment l'importance de la jeunesse dans la reconstruction et du Congo, et notamment de l'Afrique aujourd'hui, qui, au regard de ce qui se passe au niveau international, puisqu'il faut comprendre que c'est pendant les crises qu'on trace les perspectives. Il y a une crise au Moyen-Orient. Quelle est la place de l'Afrique en général dans son apport pour, dans cette géopolitique imposée par les États-Unis, et singulièrement, quelle est la place du Congo dans ce qu'il y a lieu de modeler une nouvelle Afrique en lien avec les partenaires traditionnels, mais dans quelle mesure les liens avec les partenaires traditionnels, notamment, c'est-à-dire la France, l'Union européenne, nous devons les élargir dans une coopération qui, dans le respect des uns et des autres. Oui, mais Monsieur Voilà. Boukadia, pardon de vous couper comme ça. Si je vous ai bien suivi, vous êtes en train là de nous parler de l'après Sassou Nguesso. Or, pour l'heure, il est encore là.
Il est encore là. Je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo qui a circulé sur la toile. Bon, rien n'est anodin en politique, où il faisait croire à un de ses petits fils, ou je ne sais pas qui là, qu'il va vivre pendant 100 ans, il restera toujours là. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, j'ai suivi encore une autre vidéo qui circule maintenant là, où il est avec son grand frère, je crois, à qui il est en train d'expliquer qu'il va encore demeurer là jusqu'à... On lui a même posé la question, et ça c'était, je crois, une interview qu'il accordait à une chaîne étrangère où, bon, il a faim de dire qu'il ne va pas rester au pouvoir éternellement, alors qu'il est déjà là presque un demi-siècle. Ça dit tout. Denis Sassou Nguesso, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, les crimes contre l'humanité, crimes financiers, crimes économiques, voilà, tout ce qui caractérise le Parti congolais du travail, démontre que Denis Sassou Nguesso ne quittera jamais le pouvoir tant qu'il sera en vie. C'est ça aussi la vérité que les Congolais doivent comprendre. Il pourra également s'inspirer de l'exemple du Cameroun. Je ne sais pas si vous avez suivi Paul Biya qui venait de nommer son fils vice-président. Et puis bon, la Constitution voudrait que le jour où il ferme les yeux, son fils... Donc on peut copier ce modèle. En fait, le PCT peut copier, peut-être pas copier, ils ont ça déjà, je crois, dans leurs officines. Ils savent que c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont modifier la Constitution. Il y a un certain Bassey là qui en parlait déjà pour insérer le poste de vice-présidence. Et naturellement, c'est Denis Christian Sassou Nguesso qui est pressenti à ce poste. Et la suite, on la connaît. Donc, Denis Sassou Nguesso ou son clan ne quittera pas le pouvoir tant qu'ils n'y seront pas contraints. Ça, c'est aussi une vérité qu'il faut peut-être rappeler aux Congolais. Et c'est là que moi je vous posais la question. Tout ce que vous êtes en train de développer là même dans votre livre, c'est la presse à sous. Comment cela va s'opérer? On Vous va savez, attendre 100 ans? monsieur Perra, moi Oui, je fais de monsieur la politique. Bougadia. Moi je fais de la politique. Oui, la Quand on fait de politique, la je vous ai dit, politique, monsieur Bougadia, c'est aussi des actions sur le terrain. monsieur Perra, moi je fais de la politique. Quand on fait de la politique, je crois qu'il faut sortir de la politique du lendemain pour avoir une vision. Moi, je trace une vision du Congo pour demain, le surlendemain et le surlendemain. Vous êtes en train de me dire, de me donner la politique de ce soir-là, ce soir-là. Il est là. Mais vous ne savez pas ce qui peut arriver. Vous venez de le dire. Le peuple congolais a marqué un essai. Il lui reste à transformer l'essai. Comment va-t-il le transformer? Mais ce que moi ce qu'il y a dans ces conversations qui ont eu lieu pendant l'opération de maintien de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, c'est une vision du Congo et de l'Afrique sur le long terme. Ce qui nous a manqué en Afrique et au Congo en particulier, c'est des politiques qui pensent au lendemain. Moi, aujourd'hui, l'envie que j'ai, vous voyez, il y a beaucoup d'Africains qui sont à l'extérieur. Or, ces Africains qui sont à l'extérieur, c'est de la matière première pour rendre l'Afrique efficiente, pour rendre le Congolais efficient. Donc, il faut travailler de telle sorte que ces Congolais, ces Africains rentrent en Afrique pour que l'Afrique devienne réellement un partenaire, pour que l'Afrique ne soit plus un réfrigérateur, pour que l'Afrique ne soit plus un garde-manger. L'Afrique doit devenir un pays producteur, un pays partenaire, de telle sorte que lorsque vous parlez à des partenaires occidentaux, ils ne voient pas en vous un noir, ils voient en vous un partenaire. Il faut sortir de ça. Et c'est le piège dans lequel est Denis Sassou Nguesso. Il est tétanisé quand il se trouve devant un blanc, il tremble.
Et donc, il ne peut plus rien faire. Et il est accessible aux cadeaux. Mais ce que je souhaite, vous êtes un journaliste aguerri. Quand vous vous trouvez devant n'importe qui, vous posez les questions. Parce que vous êtes libre. Alors que, regardez, quand un premier ministre congolais, pour ne pas le nommer Anatole Koliné Makosso, vient voir le président du MEDEF ici, on le fait attendre dans un couloir sur une chaise, comme s'il était dans un cabinet médical. Il n'a aucun poids. Hein? Vous pensez qu'on peut faire attendre un premier ministre coréen, chinois comme ça? Parce qu'il y a encore la culturation que le blanc est supérieur au noir. Il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il faut présenter des projets. Et quand vous avez des projets, quand vous avez des perspectives, le blanc devient le partenaire. Et la perception du blanc sur le noir, ce n'est pas le blanc qui doit le changer, c'est le noir qui doit le changer. Et donc, dans ce livre, je donne, dans ces conversations, ces entretiens, je parle de l'Afrique comme étant le partenaire de demain qui va participer à la résolution de la crise mondiale économique. Parce que le monde est dans une crise économique aiguë et que chacun doit faire l'effort pour y participer, pour enrayer tout cela. Voilà. Donc, oui, Denis Sassou Nguesso est là, il peut raconter ce qu'il veut. C'est son droit. Mais personne ne pensait, même lui-même ne savait pas que le peuple allait dire non. Quand un peuple commence à dire non, il ne s'arrête pas en cours de route, M. Perrin. Donc, comment va-t-il s'y prendre? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on lui propose? Parce qu'au peuple, il faut lui proposer quelque chose. Et je lui propose, dans ces entretiens, comment sortir, comment régler la dette sociale, comment éviter pour que les fonctionnaires fassent de la COP quand ils vont au travail, mais qu'ils soient des acteurs de la reconstruction du Congo. Voilà. Évidemment, Monsieur Modeste Moukadia, je vais vous proposer un reportage de TV5 sur l'exportation du bois congolais, alors que la loi au Congo interdit une telle exportation et limite d'ailleurs l'exportation, et une bonne partie, normalement, devait être transformée au Congo. Malheureusement, les forêts congolaises sont en train d'être saccagées, dévastées, détruites, et tout ça ne profite pas malheureusement aux Congolais. Et on revient sur le plateau. La forêt du bassin du Congo, l'autre poumon du monde. Elle occupe tout l'espace, embrasse l'horizon partout, où que l'on se trouve, ici dans le département de la Sangha, dans le nord-ouest de la République du Congo. La forêt recouvre près de 70% du pays. Des sapélis, des padouks, des afromésias à perte de vue. Et dans cette région, une société, congolaise à capitaux chinois, la Cefid, l'exploite sur un peu plus d'1 million d'hectares. Un territoire grand comme le Liban. Des abatteurs coupent le bois, des cubeurs mesurent les volumes, des marqueurs identifient chaque grume avec un code. Les grumes, ce sont ces troncs d'arbres tout juste nettoyés de leurs branches. En théorie, leur exportation est très restreinte au Congo, mais pas pour toutes les sociétés forestières, dont la Cefid, qui opère discrètement, isolée à la frontière avec le Cameroun. Pour protéger nos interlocuteurs et nous-mêmes et obtenir une parole libre,
nous filmons en caméra cachée. Un employé nous fait visiter le parc à bois, le cœur de l'exploitation. Son témoignage est lu par un tiers. En 2025, il y a eu beaucoup de grumes à l'exportation. Beaucoup de grumes ont été exportées vers le Cameroun. Tous les jours, les grumes partaient. Dès que les Chinois auront le top pour cette année 2026, il y aura encore beaucoup de départs. Actuellement, ils sont déjà en train de couper des grumes. La Cefid a obtenu une autorisation spéciale d'exportation des grumes qui a expiré fin 2025, malgré le code forestier qui promeut la transformation du bois au Congo. La Cefid dispose bien d'une scierie, mais impossible de l'approcher. Il y a des endroits où on peut aller, mais j'ai peur de t'emmener à la Syrie. J'ai vraiment peur parce qu'il y a des policiers qui surveillent. Ils peuvent nous arrêter. La Cefid préfère n'exporter que des grumes. Ils n'aiment pas transformer sur place. On transforme ici parce que l'État le demande. Si ça ne tenait qu'à eux, ils ne feraient que des grumes à l'exportation. L'État veut qu'ils embauchent plus de gens d'ici en exportant seulement. Ils ne font pas beaucoup travailler les Congolais. Selon plusieurs sources locales, 85% du bois abattu par la Cefid est exporté sous forme de grumes. Il y a des gens qui viennent de Brazzaville, d'autres de Wesso. Ils s'opposent aux exportations, mais cette société est dirigée par une femme très forte et têtue. Madame Chen, qui supervise le site et que nous n'avons pas pu rencontrer. Les autres sociétés ne font plus de grumes, mais nous, ici, on continue. Les détails des négociations, je ne les connais pas. Seule Madame Chen et l'État les connaissent. Parce que l'État, c'est lui qui délivre les quotas de bois. Sur une trentaine d'opérateurs, une dizaine de sociétés, majoritairement à capitaux chinois, ont obtenu du gouvernement l'autorisation de poursuivre les exportations de grumes. Ce salarié, que nous rencontrons discrètement dans la forêt, s'interroge. Son témoignage est lu par un tiers. J'arrive à faire vous voir. Je ne comprends pas cette exception. Le gouvernement, comment il fait? Vraiment, c'est une question qu'on se pose tous ici. Qu'en est-il exactement? Je vais vous donner les chiffres de 2024-2025. Le gouvernement a alloué un quota de 648 000 mètres cubes de grumes à la Cefid. C'est colossal. On n'arrive pas à en venir à bout. Ces dernières années, 2021, 2022, 2023, on n'a jamais réussi à les sortir. Donc, du coup, vous pensez que les autorités donnent trop de mètres cubes à cette société? Oui, et d'ailleurs, d'autres sociétés forestières ne bénéficient pas de dérogation. Selon lui, la Cefid peut compter sur le soutien des forces de l'ordre locales qui assurent la sécurité du site et protègent ses intérêts contre rémunération. Les policiers et les gendarmes qui viennent là, ils reçoivent 150 000 francs par mois. Mais à la Cefid, pour avoir ce salaire-là, des salariés qui souffrent, qui ont des accidents, qui se coupent les doigts, ils n'ont même pas ça. La plupart des chefs, le commandant de la police, le commandant de la gendarmerie, le commandant de l'armée, à tous, la Cefid leur donne quelque chose. Des enveloppes, plus de 2 millions par mois. Toutes les autorités, jusqu'au préfet, reçoivent leur part. La Cefid est présente au Congo depuis 2005 et malgré la volonté affichée ces dernières années par le gouvernement d'en finir avec les exportations de grumes, elle n'a en rien changé son modèle économique. Bien voilà, monsieur Modeste Boukadia, vous venez de suivre avec moi ce reportage de TV5. Vous avez compris comment est-ce qu'on est en train de piller, j'allais dire, sous la complicité, évidemment, de Denis Sassou Nguesso et son PCT. Déjà, le pétrole congolais a été gagé sur 20 ans. Vous avez les minerais qui ont été gagés. Le port autonome de Pointe-Noire est entre les mains des Turcs. Ils ont vendu ça aux Turcs. Là, c'est le bois qu'on a livré aux Chinois. Et les Chinois, tout le monde sait, c'est des gens qui ne respectent pas les normes, d'ailleurs, environnementales, malheureusement. Donc, c'est un pillage à grande échelle du bois congolais. Et dans le même temps, au Congo-Brazzaville, se pose un problème de financement, des ressources financières de l'État qui, on nous l'a fait dire, hein, de toute façon, on a suivi Anatole Makosso qui disait qu'il n'y avait plus rien dans les caisses de l'État. Mais ça se manifeste aussi dans les faits.
Les Congolais ne sont plus payés, non plus leur salaire. Il y en a donc des fonctionnaires qui accusent jusqu'à 100 mois d'arriérés de salaire impayés. Dans les hôpitaux, ils sont à plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire. Et même quelqu'un me parlait encore du ministère de l'économie forestière, là où on est en train de piller ce bois-là, il y a des grèves qui couvent. Parce que là-bas également, il y a des salaires qui ne sont pas payés. Bref, un peu partout à l'école, à l'université, les professeurs ne sont pas payés. En fait, le Congo s'est arrêté. Économiquement parlant, le Congo est à terre. Voilà. La réalité, c'est que toutes les ressources économiques du Congo ont été bradées, gagées aux multinationales étrangères. Et ma question, c'est de savoir, puisque vous parlez de votre livre, qui est aussi une solution, c'est ce que j'ai cru comprendre, de la presse Sassou Nguesso, est-ce qu'il y a une approche économique face à ces réalités où tout le patrimoine économique du Congo a été finalement soit spolié, soit livré aux acteurs étrangers? Est-ce qu'il y a une approche économique que vous avez abordée dans votre livre? Comment ça pourrait se faire après Sassou Nguesso? Écoutez, lorsqu'on a des conversations de ce type qui sont très intenses, on n'aborde pas des questions théoriques. Déjà, à une époque, j'en ai déjà parlé, j'avais donc initié à l'époque la construction des entreprises de bois et de savonnerie au Congo. À cette époque-là, c'était Justin Lekunju qui était ministre de l'économie et des finances, donc j'avais apporté de l'aide financière venant de Paribas, banque privée à l'époque, avant que le président Mitterrand nationalise cette banque. Ça voulait dire que j'avais déjà cette vision de créer des entreprises au Congo. Effectivement, quand je dis que l'apport des Congolais dans la reconstruction du pays, et quand je dis que ce qui m'intéresse, moi, c'est la restauration de l'État. Un pays où il n'y a pas d'État laisse le pays à volo. N'importe qui fait ce qu'il veut. Parce que ce que nous montre ce reportage, c'est le manque d'État. C'est lorsque nous allons remettre l'État en place, les choses vont reprendre le cours normal. C'est pour ça que je tiens à cela. Et d'ailleurs, il y a un de vos collègues qui est aussi un économiste, monsieur Ndongo. Monsieur Ndongo, Alphonse Ndongo, oui. Alphonse Ndongo l'a bien dit, que le Congo a vendu ses banques. Un pays qui vend ses banques, c'est qu'il n'y a plus rien. Et il y a le Fonds monétaire international qui est en train de demander des comptes au Congo, tout comme la CEMAC. Donc, moi, je pense que ça, ce sont les conséquences de l'absence de l'État. Et si nous n'avons pas d'État, c'est-à-dire le plus grand actionnaire du Congo, c'est l'État. L'État doit d'abord régler le problème qui se pose au Congo. Et par la suite, lorsque nous avons les investisseurs qui sont là, les investisseurs viendront. Là où l'État ne peut pas investir, ce sera les investisseurs. C'est dans ce domaine-là que j'ai procédé dans les échanges, dans les entretiens que j'ai eus. Et bien évidemment, il ne faut pas que les Congolais disent que ça va être facile. Mais tant qu'il y a la vie, il y a la possibilité. Et je sais que les Congolais sont des travailleurs. Il suffit seulement qu'à la tête de l'État ou à la tête du gouvernement, on montre l'exemple. Or, aujourd'hui, dans tous les secteurs du pays, il y a la COP, parce que la tête de l'État fait les COP. C'est ça. Donc, il nous faut donc revenir à l'essentiel de ce que fonctionne un État. C'est pour ça que j'ai toujours proposé qu'il nous faut aujourd'hui, pendant la période de transition que moi j'estime
avec mes conseillers, les conseillers qui sont des spécialistes, estiment qu'il faut 5 ans de transition pour mettre en place et les institutions et les conditions pour apurer la dette sociale. La première des choses, il faut apurer la dette sociale. Et en même temps permettre aux Congolais de venir, avec leur expertise, participer à la reconstruction du pays. C'est pour ça que j'ai toujours proposé depuis toujours que tout ce que nous faisons, c'est du bricolage. Le point de départ, c'est d'abord le recensement général de la population et de l'habitat. C'est ça ce qui va nous définir exactement le degré de pauvreté. Ce que nous voyons, que les gens n'arrivent pas à acheter un cachet d'aspirine, comme l'a reconnu une dame qui est ministre, qui ne savait même... Madame Kimbansa, oui. Voilà, donc il nous faut d'abord le recensement général de la population et de l'habitat. Nous devons savoir combien d'individus vivent au Congo et il y a combien de Congolais, combien d'étrangers et quelle est la qualité de chaque habitation. À partir de là, nous pourrons donc déterminer le produit intérieur brut indispensable à chaque Congolais. Ce n'est que comme ça que nous allons commencer à apurer la dette sociale. De telle sorte que ce que moi j'ai proposé dans mes entretiens, dans la vision de topper ça, arriver à payer les gens à la quinzaine. De telle sorte qu'ils commencent à ne plus sentir le poids de la pauvreté. Voilà les pistes qu'il faut. Mais, comme je le dis, je lance des idées politiques, mais qui sont analysées par des cabinets d'expertise. Merci, Modeste Bougadia. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est juste une question, après vous êtes libre hein, de répondre ou non. La réponse, elle est facultative. Qu'est-ce que ça vous dit à l'état actuel, hein, la situation actuelle du Congo-Brazzaville que tout le monde connaît, ce qui se passe en République du Congo? La crise, elle est aiguë, multiforme d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous dirait une déclaration commune avec les autres, tous les autres opposants, je dis bien les vrais opposants, parce que ça aussi, hein, on en sait quelque chose. Qu'est-ce que ça vous dirait une déclaration commune des vrais opposants pour interpeller soit l'ONU, pourquoi pas, ou une autre organisation internationale sur la situation du Congo, quitte à organiser, comme vous l'aviez déjà souhaité dans le passé, un dialogue politique inclusif, mais au niveau international, c'est-à-dire sous l'égide, pourquoi pas, d'une organisation, j'allais dire internationale. Vous savez, moi je suis pour le Congo, que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Parce que vous avez parlé de ça, je vous rappelle que j'avais initié une conférence internationale et que, avec des Congolais, nous étions reçus à l'Union européenne, où l'Union européenne nous avait assuré qu'elle inscrirait sur l'agenda du Conseil de sécurité la conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. À l'époque, le représentant des États-Unis d'Amérique, c'était Mme Allais, qui avait donné son avis. Et l'Union européenne nous avait demandé qu'il fallait organiser une table ronde pour sérier les questions qui devraient être débattues à cette conférence internationale. Que moi, j'estimais qu'elle ne serait que consacrée à la mise en place des institutions de l'État. Le reste, ça dépendait du peuple congolais. Malheureusement, des Congolais qui étaient avec moi avaient estimé qu'il fallait mettre Denis Sassou Nguesso en prison. Moi, je m'étais opposé à cela. Parce que la solution politique, ce n'est pas mettre des gens en prison.
La solution politique, c'est mettre des institutions de la République. Et ce sont ces institutions-là qui doivent trouver des solutions. Malheureusement, le fait d'avoir donné ce point de vue, j'avais été traité de collabo de Denis Sassou Nguesso. Oui, mais Et monsieur tout le Modeste monde... Bokadia, au-delà de tout Non, ce que non, vous non, venez, pardon, monsieur Perrin. je comprends très Monsieur bien, Perrin, mais bon, on est tenu aussi c'est par le temps. important, Je vous en prie, allez-y. c'est Oui, important que les gagnons le gens temps. suivent, que les gens suivent, parce Oui, que l'histoire est toujours notre repère. je vous en prie, mais tenons compte du temps parce qu'on est vers la fin, là. Voilà, donc malheureusement, quelque temps après, ceux qui ont combattu cette idée de la conférence internationale sont revenus dessus parce que finalement, ils avaient pensé que c'était comme ça. Aujourd'hui, la même question se pose. J'ai signé des lettres ouvertes initiées par les uns et les autres, mais quand j'ai demandé à ce que ces signataires-là s'entendent, personne n'a répondu présent. Donc la question ne se trouve pas chez moi. La difficulté n'est pas chez moi. La Oui, mais est-ce difficulté, que vous ne pouvez pas continuer à voilà, insister, à réitérer jusqu'au jour où ça fonctionne? Parce que finalement, nous savons qu'il y a des gens comme ça qui ne comprennent qu'après un bon bout de temps. Est-ce il ne serait pas souhaitable que vous réitérez la même démarche? Puisque le Congo en souffre, hein, le Congo est en péril, c'est ça, c'est ce qui doit compter pour tout le monde. Le Congo est en danger, il est en péril. Est-ce pour autant, puisque avant les gens ont dit non, 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 voilà, on va se décourager, ou vous pouvez continuer, vous ou alors insistez? la question que moi je pose, est-ce que ces responsables politiques sont là pour le Congo ou ils sont là pour les postes? Bon, à chacun S'ils de sont pour le... répondre, malheureusement. Voilà. Monsieur Modeste Moi, Moukadia, je suis malheureusement, disponible. nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous poser une toute dernière question et votre réponse comptera pour le mot de la fin. Dites-moi, maintenant que nous sommes à ce niveau-là, imaginons que Denis Sassou Nguesso vous propose le poste de Premier ministre. Quelle sera votre réponse? Et ce sera la fin de cette émission. Écoutez-moi, je ne sais pas quel sera le contenu. Quel sera le contenu? Si c'est pour le Congo, si c'est pour sauver le Congo, mais à la condition, bien entendu, moi j'ai défini. Le nouveau Premier ministre qui doit être là doit être Premier ministre, chef de gouvernement, chef de l'État, chef suprême des armées. Mais vous le savez que sous Sassou Nguesso, ce n'est pas possible. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Est-ce que je dois comprendre par là que c'est non? Je En vous un ai mot, dit, je veux bien que vous soyez beaucoup plus précis avec même moi-même, avec nos téléspectateurs. Oui ou non? Allez-vous accepter cette proposition? j'ai dit, il faut 5 ans de transition qui sera supervisée par un Premier ministre chef de gouvernement, chef de l'État, chef suprême des armées. Et à ce moment-là, on remet le Congo à flot. Sinon, Non, ben, j'ai répondu. sinon c'est non. Bon, moi j'ai compris. Merci, Monsieur Bougadia. Voilà, mais je vous laisse quand même les quelques 5, 10 secondes qui nous restent pour un mot. Oui, Conclusion. non, mais, moi je pense que le Congo se trouve aujourd'hui euh, euh, à une période charnière. Il y a ce qui est arrivé et c'est l'après. Et chaque Congolais doit répondre à cette question. Qu'allons-nous faire après? Devons-nous laisser le pays à l'abandon ou alors devons-nous sauver la République? Sauver la République veut dire que dans le pays, il y a eu des carrures telles que Jacob Pango, tels que Simon-Pierre Kikungangot, tels que Prosper Gandion, tels que Jean-Félix Chikaya. À ceux-là, je les appelle. Je les appelle pour qu'on sauve la République. Quelles que soient les divergences, quels que soient les préjugés,
il n'y a rien qui ne soit au-delà, sinon le pays. Nous devons réaliser le rêve de nos pères fondateurs de la République pour conduire le Congo nouveau, vers une nation pour tous, où chaque Congolaise et chaque Congolais doit avoir les mêmes droits et le même devoir. Et ça, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, car c'est celui-là qui doit nous soigner, nous tous, Congolaises et Congolais. Nous souffrons, nous sommes tous malades de nos préjugés. Nous sommes tous malades de ces divisions. On nous les a imposées, ça nous a rendus malades, ça nous a rendus faibles, mais de ces faiblesses-là, soyons forts pour que la République soit une et indivisible. Merci Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Ça a été un énorme plaisir de vous avoir encore reçu sur ce plateau de TLR TV. Merci beaucoup. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.